Bonsoir à tous. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici au Café de la Librairie Dialogue pour parler de vos deux livres, notamment Le Jeu des scies qui vient de paraître chez Grasset et l'album jeunesse, votre premier album jeunesse, oui. La mer dans son jardin, également chez Grasset, qui vient tout juste de paraître. Alors le grand public vous connaît bien sûr comme actrice de cinéma, comédienne de théâtre. Vous avez été plusieurs fois primée. On pourrait notamment citer le César de la meilleure actrice en 2003 pour se souvenir des belles choses. Votre premier roman est paru en 2018, Les Rêveurs, un livre également primé qui a eu le prix RTL Lire. Vous y évoquez votre enfance, l'enfance et la vôtre en particulier. Et donc, dans Le Jeu des scies, votre troisième roman, vous nous embarquez au pays des possibles et du conditionnel. Nous découvrons Elisabeth. Elle est à l'aéroport, elle vient tout juste d'atterrir. Son fiancé lui a promis qu'il viendrait la chercher, mais personne. Et elle se raccroche à l'écriteau que tient un chauffeur de taxi sur lequel il est écrit Emma Auster. Et ça tombe bien, elle vient de terminer le dernier livre de Paul Auster. Ça résonne en elle, elle a un déclic et elle se dit... Eh bien, si c'était moi, cette Emma Auster, elle monte donc dans ce taxi et elle tente sa chance dans cette nouvelle vie dont elle ne connaît rien à part ce nom. Est-ce que finalement cette idée de livre est venue d'une tentation que vous avez vous-même eue un jour de disparaître et de réapparaître ensuite dans la peau d'une autre ? Oui, c'était effectivement une idée qui m'a traversée il y a 20 ans. J'étais en tournage en Allemagne, un film de Cédric Kahn, un film pour enfants qui s'appelle L'Avion. Et je suis une piètre organisatrice, donc j'oubliais toujours de commander mon taxi et je faisais la queue comme tout le monde. Et puis je voyais, il y a toujours un taxi qui attend désespérément avec une pancarte et il y a des noms parfois très, très attirants. Moi qui, en tant que comédienne, finalement, habite plein de noms. J'entendais vos réactions au moment de se souvenir des belles choses. Voilà, Claire Poussin, dans Se souvenir des belles choses. Dernièrement, Hortense de la Villardière, dans le film, peut-être que vous avez vu pour certains d'entre vous, et la pièce La dégustation. Et malheureusement, avec mon camarade Bernard Campan, malheureusement, on avait 2 tournées qui ont été annulées à cause du Covid. On n'a pas pu venir parmi vous. Mais le film arrive. Le film sera là sur tous les écrans le 31 août. Bref, et moi, finalement, dans ma vie de comédienne, je ne fais que ça, de me glisser dans la peau d'autres personnages, d'essayer d'habiter des noms comme ça. Et effectivement, quand j'étais sur ce tournage en Allemagne... je voyais des pancartes et je rêvais de ça, mais j'ai pas du tout ce courage de faire ça dans la vie. Autant j'ai le courage de le faire sur scène ou à l'écran, autant dans la vie, je m'en sentirais bien incapable, j'aurais trop peur. Donc je me suis vengée de ça et j'ai réalisé ce rêve par écrit. C'est vrai que l'écriture, comme le théâtre et le cinéma, permet de tout ce qu'on n'ose pas faire dans la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un d'ailleurs, lors d'une rencontre, qui avait lu le livre et qui a dit « Mais grâce à ce livre, vous nous permettez de nous permettre. » Alors peut-être pas de faire ça, peut-être pas de jouer à ce jeu-là, mais peut-être d'être nous-mêmes, d'oser davantage, de s'autoriser par exemple à écrire. Il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure me dire qu'il rêvait d'écrire aussi, mais qu'il n'osait pas, qu'il n'avait pas qui se sentait illégitime. C'était tout à fait mon cas d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai tardé tant à écrire mon premier roman, Les Rêveurs. Et c'est grâce à un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean chez Gallimard que j'ai retrouvé en fait l'écriture au quotidien que j'avais perdue. J'écrivais quand j'étais plus jeune, beaucoup. Et puis, vers l'âge de 30 ans, 32 ans, 35 ans, j'ai eu des rôles tellement écrasants au cinéma et au théâtre que j'ai perdu cette écriture au quotidien qui est nécessaire, évidemment, pour aller au bout d'une histoire comme Les Rêveurs ou Du côté des Indiens ou dernièrement Le Jeu des scies. Le Jeu des scies, c'est donc un livre sur ces chemins que l'on prend et ceux auxquels on renonce par la même occasion. Est-ce que vous pensez qu'on a toujours une seconde chance qui s'offre à nous, ou finalement on est aussi toujours rattrapé par notre passé, notre vie d'avant ? Oui, c'est la question que pose le livre. Quel est notre libre arbitre ? Est-ce qu'on choisit vraiment
chaque étape de nos vies? Est-ce que il y a une providence? Est-ce qu'elle existe, cette providence? Ou est-ce que on n'a pas tendance aussi... moi, j'ai ce sentiment-là parce que j'étais souvent timide, d'écouter plutôt les avis des autres et de suivre. À quel moment je me suis trompée aussi. C'est toutes ces petites décisions qui tissent nos vies. Des petites décisions parfois quotidiennes, comme cette décision que prend le personnage de descendre ou pas l'escalier, un escalier à un moment donné dans le livre, dans la seconde partie du livre, où s'opère un twist. Vous verrez, je vous raconte pas tout, mais voilà, est-ce qu'on descend ou pas cet escalier? Il y a une phrase de Baricot que je cite à la fin du roman et qui m'a beaucoup inspirée, c'est s'il est vrai qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste? Je pense que ce reste, il existe. Tout ce qu'on n'a pas vécu, voilà, cette pancarte que j'ai pas été comme mon personnage, dire oui, c'est moi. Et peut-être ça existe quelque part. En tout cas, ça existe en moi, dans mon inconscient, puisque ça continue de me questionner, de m'habiter depuis 20 ans. Tous ces chemins qu'on n'a pas pris, ces contre-allées, là où on a décidé d'aller à droite, et qu'est-ce qui se serait passé si on avait été à gauche, toutes ces décisions, tous ces choix qui nous ont construits. Peut-être que si ça m'habite autant, ces questions-là, c'est qu'il y a eu plusieurs fois dans ma vie des moments qui ont été tellement décisifs et qui étaient des choix, mais microscopiques ou des élans qui ont décidé même de ma vie. Je vais prendre un exemple que je raconte dans Les Rêveurs, donc mon premier roman. Là, c'était pas un choix qui m'appartenait, mais c'était le choix de ma mère. Elle a eu un enfant qui n'était pas attendu. L'homme avec qui elle était a décidé de la quitter, mais quand même, il lui a écrit une lettre. Et cette lettre, elle a décidé de ne pas la lire. Elle l'a déchirée. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait lu cette lettre? Ben, peut-être que ces deux êtres ne se seraient pas quittés et peut-être que j'aurais pas existé. Quand j'étais très jeune, j'avais 3 ans et demi, je pensais que je pouvais voler. Je le raconte aussi dans Les Rêveurs, peut-être parce que je m'appelle Icare. Quand on regarde mes initiales, mon majuscule, je sais pas, enfin, je m'amuse avec ça, mais en tout cas, je pensais que je pouvais voler. Je me suis carrément pris pour Mary Poppins, quoi. Et d'ailleurs, il y a une nounou qui aimerait ressembler à Mary Poppins dans ce dernier roman, dans le jeu des scies, donc. Et donc, j'ai sauté par la fenêtre quand j'avais 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas pris mon élan comme ça, parce que c'était quand même assez haut, c'était presque 2 étages. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais plutôt voulu plonger que de m'envoler comme ça, comme si j'avais des ailes? Ben, je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de SI qui tissent mon parcours. Je pourrais en citer un 3e pour finir peut-être. Et si je m'étais acharnée à vouloir être danseuse, moi qui n'étais pas douée pour la danse, qui ai commencé trop tard, qui n'avait pas de coup de pied, pas d'en dehors, voilà, qui était malheureuse finalement avec la danse, je me suis aperçue tardivement tardivement pour la danse, mais vers l'âge de 14 ans, que peut-être c'était juste l'aiguillage d'à côté. Oui, c'était être sur scène, définitivement, mais c'était avec le théâtre. Parfois, on peut s'acharner et se faire souffrir à vouloir poursuivre une voie, alors que c'est vraiment juste à côté. L'aiguillage d'à côté, c'est vraiment là qu'on est le plus heureux. Et effectivement, je me suis sentie tout de suite plus heureuse quand je me suis retrouvée dans un cours de théâtre. Je me faisais beaucoup moins engueuler par le professeur. J'avais moins de mal à suivre. C'était plus mon endroit à moi. Ouais. Alors c'est assez vertigineux quand on prend conscience de tous ces possibles qui s'offrent à nous et de tous ces non-chemins, non-pris. Comment est-ce qu'on gère cette infinité de possibles? Ben, au moment de terminer l'écriture, on en parlait là entre nous, j'étais vraiment dans la dernière ligne droite des corrections, des bien nommées épreuves.
Et un metteur en scène ami m'a appelé et m'a proposé de jouer une pièce de théâtre qui ne m'était pas destinée, qui était pour 2 comédiennes qui ont finalement renoncé à cette pièce. Et il était vraiment paniqué parce que les représentations débutaient, les répétitions débutaient 15 jours plus tard. C'était Biographie, un jeu de Max Frisch. Et je me permets de le citer parce que c'était comme la réponse. C'était vraiment un merveilleux hasard, alors si tant est que le hasard existe, aux questions que soulève effectivement ce livre. Biographie, un jeu de Max Frisch, c'est la question, le jeu, c'est et si vous deviez changer un élément de votre biographie, lequel serait-il? Et le personnage, qui était joué par José Garcia, donc, passe son temps à essayer de voir, oui, effectivement, cet épisode-là, je crois que ça commence par quand il était enfant, il a blessé un de ses camarades à l'œil. Oui, ça, évidemment, il aimerait l'effacer. Mais il se rend compte que non, en fait, parce qu'il y a eu cet événement-là, ça impliquait ça, ça impliquait ça. Donc, et il revisite tout ça et il se rend compte à la fin que non, il ne pourrait pas changer. Moi, j'ai joué Antoinette. Il aimerait que sa biographie soit sans Antoinette. Et non, il avait besoin de mon personnage, il avait besoin de cette rencontre avec moi. Et c'est assez rassurant. Alors, c'est drôle parce qu'il y avait 2 façons de voir la pièce. Il y avait des gens qui trouvaient ça terrible, finalement, de ne pas pouvoir changer quoi que ce soit. Ben mince. Et d'autres qui disaient, mais non, c'est plutôt rassurant de se dire que même quand on a l'impression de s'être trompé, d'avoir commis des erreurs, que ça soit douloureux, que des périodes soient douloureuses, elles étaient nécessaires, elles nous ressemblaient. On devait en passer par là. Et puis, ça nous a permis, même si c'était une étape douloureuse, d'aller, voilà, comme je le disais, dans cet aiguillage-là, qui était celui-là plus heureux. Donc, voilà, la réponse, c'est pas moi qui la donne, mais c'est Max Frisch. Si l'on parle du processus d'écriture, alors avant de parler de ce livre-là, peut-être de l'écriture dans votre vie, quand est-elle apparue et est-elle centrale aujourd'hui ? Oui, alors j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente, avec un journal intime, mais j'ai aussi écrit à ce moment-là, toute jeune, même préadolescente. J'écrivais pas mal de poèmes, j'écrivais tous les jours, et puis j'ai même écrit un roman que je ne montrerai à personne, qui s'appelait La Cage, quand j'avais 23-24 ans. Et puis, comme je vous disais, voilà, vers l'âge de 30 ans, 32 ans, j'ai un peu arrêté, enfin pas vraiment arrêté, mais c'était très épisodique. Mais je continuais dans ma tête à poursuivre ce rêve d'écrire Les Rêveurs. Et c'est grâce à un atelier d'écriture, donc encore une fois, organisé par Philippe Jean, que j'ai retrouvé grâce à des exercices, en fait, tout simplement, qui nous donnaient. Ça a duré 3 mois, cet atelier d'écriture, c'était tous les jeudis. Et le fait de devoir écrire tous les jours m'a remis le pied à l'étrier. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer là, que ça fait quand même 3 mois et demi que je n'ai pas écrit et ça me manque énormément. J'ai vraiment hâte de retrouver ça et ça prend de plus en plus de place, effectivement. Et je suis très, très, très heureuse quand je suis au théâtre, plus qu'au cinéma, parce que je peux avoir mes 3 vies. Ma vie de maman, où j'amène mes enfants à l'école, où je vais les chercher, je les amène aux activités. Mais au milieu de ça, j'ai quand même 4-5 heures pour écrire. Et puis le soir, je peux jouer. Donc c'est absolument parfait. Ça fait quand même des bonnes journées. Oui, mais alors, oui, j'ai jamais été diagnostiquée hyperactive, mais je dois l'être. Hein. Alors au sujet de ce livre, Le jeu des si, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce twist, cette narration en 3 temps, dont évidemment on ne va pas dévoiler le contenu, mais est-ce que c'est lié justement au contexte dans lequel vous avez écrit ce livre ? Est-ce que, au contraire, c'était déjà inscrit dès le départ du projet d'écriture ? Alors non, j'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. J'avais écrit dans ma tête, oui, je m'étais projetée jusqu'à la fin du roman. Je savais comment ça allait se terminer, plus ou moins. J'avais tout mon plan dans la tête. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, j'étais en train d'écrire cette histoire d'Elisabeth qui se glisse dans la vie d'Emma Auster, qui part dans ces montagnes basques que je connais bien. Pour aller m'y réfugier régulièrement. Je dis le mot réfugié pas pour rien parce que j'étais enceinte et
Et c'est François Ozon qui m'a proposé de tourner en Saintes. Et je lui ai dit oui, d'accord, mais alors au Pays Basque. Il n'avait pas du tout prévu d'aller là pour son tournage. Il voulait justement aller en Bretagne, pardon. Et je lui ai dit oui, mais là-bas, c'est là que je me sens le plus en sécurité. Et, étant donné que je vais être enceinte quand même de tout mon 7e mois pour ce film Le Refuge, donc il s'appelle comme ça aussi à cause de ça. Je lui ai dit c'est mon refuge là-bas, donc voilà, je fais une petite parenthèse. Et donc je poursuivais cette histoire complètement fictionnée là de ce personnage d'Elisabeth qui se retrouve dans cette vie d'Emma Auster, donc dans le Pays Basque. Et arrive le confinement, le premier confinement. Et c'était complètement saisissant parce que j'écrivais sur le champ des possibles, sur les choix, sur les secondes chances, la possibilité de changer de vie. Ce personnage, finalement, se trouve mieux dans la vie d'une autre que dans sa propre vie. Donc c'est pour ça que je dis seconde chance et cette liberté de recommencer. Qu'on trouve peu finalement dans la vie. Je cite aussi, je vais vous la citer parce que c'est au tout début du roman, l'idée de faire, c'est une phrase de Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation. Comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est la vie même ? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau, tandis que l'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. Et c'est vrai que je trouve qu'on devrait avoir droit à des brouillons, quoi. On devrait avoir droit à essayer, à se tromper, à effacer, à refaire, à se dire « Ok, non, là, j'ai raté mon dessin, je peux avoir une autre page et je le ferai mieux, il me semble. » Ou alors même un calque pour nous aider. Je parlais dans Les Rêveurs d'une vie mode d'emploi. Moi, j'ai cherché désespérément pendant des années, dans des endroits comme ici, c'est grâce au livre, en fait, la vie mode d'emploi, quoi. J'ai même acheté la vie mode d'emploi de Pérec en me disant « ça y est, je la tiens ». En fait, c'était pas tout à fait ça. Mais quelque part, si. Je pense que les livres sont là pour nous aider quand même dans ce dédale de nos vies, grâce à des phrases comme ça. C'est pour ça que j'aime tant citer les auteurs avec les mots des autres. Je trouve qu'on s'y retrouve un peu mieux, quoi. De temps en temps, ça nous éclaire, en tout cas. Et donc, j'étais dans cette idée d'écrire sur le fait d'avoir la possibilité de brouillon, de changer, de recommencer, de cette liberté. Dans les montagnes basques, tout ouvert, là, moi, parisienne que je suis. Et nous voilà enfermés. Je dis, c'est quand même dingue de parler de choix, de possibilité d'aller ailleurs, de ciel dégagé, et nous voilà enfermés. Donc, et puis c'était tellement surréaliste, l'idée de sortir pour aller faire des courses, pour aller acheter des pots de yaourt avec une autorisation qu'on signe à soi-même. On était le seul pays, qui devions faire ça. Avec des horaires de pas plus d'1 heure et cette délimitation et ce passeport pour aller acheter des pots de yaourt quand même. Et j'avais l'impression d'être dans une fiction. On a tous eu cette impression-là d'être dans un roman d'anticipation, un film, une dystopie pour adolescents prépubères, je sais pas. Donc je me suis dit, je peux pas continuer ma fiction à moi. Parce que c'est tout brouillé par cette fiction qui est devenue notre vie. Donc, il faut que je l'intègre. Et puis après, je repartirai dans ma fiction. Donc, voilà pourquoi il y a cette déchirure au milieu du roman. Et puis après, je vous rassure, on revient avec Emma Auster et évidemment, la boucle est bouclée. Et est-ce qu'aussi cette période de confinement a en vous personnellement suscité ou renforcé cette urgence d'écrire ?
Oui, oui, parce que et c'est là que je me suis rendu compte que je pourrais pas moi complètement changer de vie, même si j'en ai eu le rêve et devenir par exemple que autrice ou partir vivre à la campagne. Moi qui suis parisienne et qui, comme je le disais, toute parisienne qui se respecte rêve d'aller vivre au bord de la mer. J'ai trop besoin de m'exprimer sur une scène de théâtre. J'ai trop besoin de, pardon, le mot est pas très joli, mais de purger mes émotions, mes sentiments en étant sur scène. Et là, il y a une place pour ça, moi qui suis une émotive, pas anonyme, mais j'ai besoin vraiment de cet espace-là. Et là, nous en étions privés, puisque nous étions au théâtre avec Bernard Campan dans la dégustation, et on est rentré le soir, et puis on nous a dit, non, vous ne pourrez pas revenir. On a laissé nos affaires dans la loge. On ne s'est pas dit au revoir. On n'a pas pu avoir une dernière. Et puis ensuite, on a attendu la tournée et la tournée est annulée. Deuxième tournée annulée. Et là, encore Kundera, je me suis dit, je pensais à cette phrase, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Une autre belle phrase de Kundera. Donc j'ai fermé mes yeux pendant ce confinement et j'ai laissé le champ libre à tous mes fantasmes, bons ou mauvais, à mes fantasmes de jalousie, à mes fantasmes aussi, des fantasmes sexuels. Là aussi, je pensais beaucoup à une interview de Virginie Despentes qui, parce qu'il y a des scènes un peu dans la deuxième partie, voilà, je vous laisse découvrir. Mais je pensais à cette interview de Virginie Despentes qui disait que nous vivions sur des fantasmes masculins, hommes et femmes, et qu'il serait bon qu'on s'empare de ce thème-là, de ce sujet-là, et qu'on essaie de réinventer un peu d'autres fantasmes, d'autres... je vais citer les premiers qui me viennent à l'esprit, mais cette femme endormie qui est réveillée par le baiser de son prince, cette femme qui est prisonnière et qui va être sauvée grâce à ses cheveux. Là, je pense à Réponse, ou ces femmes dans la mythologie grecque qu'on capture et qui finissent par être si heureuses d'avoir été capturées. Bon, ok. Il y a peut-être autre chose à imaginer. Vous disiez tout à l'heure, et en effet c'est le cas, il y a beaucoup de références littéraires et cinématographiques, théâtrales aussi. Comment ces différents mondes vous nourrissent les uns les autres? Est-ce à part égale? Est-ce aussi en fonction des périodes de la vie? Oui, moi je peux pas me passer de livres. Je vous disais tout à l'heure, j'en ai 4 dans mon sac. Je vais essayer pas en prendre 4 de plus en partant d'ici parce que ça commence à faire lourd. Les livres, je les mets à côté de moi pour dormir. C'est des doudous livres. Comme il y a des doudous phrases ou des phrases bijoux, j'appelle ça des phrases bijoux. C'est vraiment des amis, c'est un compagnonnage. Et ils ont autant de réalité, je dis des amis, parce que c'est comme si je les connaissais, comme si je les avais rencontrés. Pour moi, c'est aussi vrai que de rencontrer quelqu'un dans la réalité, de passer un dîner avec lui. Quand j'ai lu, je suis en train de lire là, tout Martin Krim, parce que je vais jouer Martin Krim bientôt au Théâtre du Rond-Point. J'aime tellement cet auteur. Alors j'ai la chance de bientôt le rencontrer aussi, mais parfois... on ne rencontre pas les auteurs qu'on aime, mais quand on les lit en entier comme ça, tout ce qu'ils ont écrit, ou même parfois un livre suffit, c'est une rencontre aussi réelle que si on le rencontrait dans la vie, quoi. Ce sont des amis. Et de la même manière, jouer sur scène, pour moi, ce n'est pas vraiment de la fiction, je l'ai vécu, quoi. Et c'est ça que j'aime travailler aussi dans l'écriture. La mince paroi, j'essaie qu'elle soit le plus mince possible, cette paroi entre réalité et fiction. Il y a un passage qui s'appelle effet de réel, parce que j'aime jouer avec, perdre un peu la notion de réalité et de fiction. Quand je joue, ce que je vise, c'est que les spectateurs se disent c'est pas possible, elle l'a pas écrit, mais c'est pas possible, elle a dû le vivre pour que ça sonne vrai comme ça. C'est ça que je cherche, c'est le plus beau compliment.
C'est le plus beau compliment que quelqu'un vous dise pour se souvenir des belles choses. Par exemple, j'avais pensé à aller voir une coach pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, oui, c'est vrai, ça, je ne l'ai pas vécu, quoi. Alzheimer, bon, je ne sais pas ce que c'est. J'avais personne autour de moi, Dieu merci. Après, malheureusement, ma grand-mère l'a eu, mais j'avais personne autour de moi qui avait cette maladie à ce moment-là. C'était très loin pour moi. Comment jouer ça? Donc, je me suis dit, je vais aller voir un coach. Je suis restée 1 heure avec ce coach qui m'a dit, alors on va trouver l'animal du personnage. Je me suis dit, alors vraiment, ça ne va pas m'aider du tout, quoi. Je vois pas quel animal. Alors il me disait aussi, on va faire une performance un peu comme Rain Man. Alors je lui dis, ah mais non, pas du tout. Alors non, vous y êtes pas du tout. Moi mon rêve, c'est que les gens se disent, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont été la pêcher? Celle-là, elle est un peu... elle devait être un peu malade déjà, et ils l'ont pris pour ça. Donc je voulais m'effacer derrière ça et pas faire une performance, pas montrer à quel point je jouais bien le truc. Non, il fallait qu'on m'oublie et qu'on croie à cette perte du langage même. Qu'on croit à cette fille qui a ces tics, qui perd pied, quoi, et qu'on se dise, oui, elle était déjà un peu fragile au départ, sans doute. Bon, voilà, c'est ça que je cherche. Et c'est ça aussi, effectivement, que je cherche dans l'écriture, à toujours mêler un peu la fiction, la réalité, qu'on sache plus. Parce que, pour moi, la fiction et mes rêves sont aussi précieux que mes fantasmes, sont aussi précieux que ce que je dis à un moment donné. Oui, c'est aussi précieux que des vraies rencontres, de rêver d'histoires d'amour. Je les ai vécues, ces histoires d'amour que j'ai rêvées, quoi. J'ai pas rencontré le type, mais je rêvais d'un type et c'était chouette. Parfois même un petit peu mieux que certaines autres rencontres, quoi. Donc du coup, bon, je me dis, voilà, nos rêves ont de la place aussi. Et voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de distance nécessaire mise par rapport à vos personnages. Dans vos romans, vous êtes complètement Elisabeth, Emma. Ben, c'est ce qui est surprenant, c'est que oui, je vois le décor, je vois s'il y a un cendrier, il est là, je vois le personnage se lever. Ouais, je suis dans une bulle de fiction, et ce qui est très savoureux, c'est que contrairement à quand je suis comédienne, j'ai à charge la trajectoire d'un personnage, et d'un seul personnage qui est déjà chouette, hein. Mais quand j'écris, il y a tout, quoi. Il y a le décor, il y a la musique, et plus ça va... plus je m'autorise à me perdre et voilà, je trouve merveilleux l'espace de liberté qu'offre le roman pour ça. Il y a un producteur qui me court après depuis quelques temps pour en faire un scénario et peut-être je vais oser, parce que là aussi, problème de légitimité, bon, on en a parlé, c'est compliqué de se sentir est-ce que j'ai le droit, est-ce que je vais... Peut-être à cause de la danse aussi, le fait d'avoir eu cet échec retentissant quand j'étais plus jeune m'a montré que c'est pas parce qu'on désire quelque chose que ça marche, quoi, que ça fonctionne. Brel n'a pas raison totalement de dire que le talent, c'est l'envie. Parfois, on a très envie de quelque chose et puis, bah, bof, quoi. Mais quand même, c'est quand même d'être emporté, d'être motivé, d'avoir un... Faut pas lâcher le fil, en fait. C'est un souffle aussi, un livre. Je voudrais qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure et que vous évoquez aussi dans le jeu des 6, ces phrases bijoux. C'est un très joli terme. Est-ce que vous pourriez nous en confier une, justement, qui nous accompagnera aujourd'hui ? Voilà, j'ai une dame en face de moi qui m'a parlé d'une critique qui l'a énervée. Alors j'ai une phrase qui me vient là. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est une phrase de Cocteau. Elle est bien pratique quand on vous fait des reproches, quand on vous critique. Ouais, ben bon, Cocteau le dit, quoi. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ça veut dire que vous voulez répéter mentalement, vous les écrivez, vous les gardez précieusement, vous les ressortez. Avant, je les écrivais dans des petits livres consacrés à ça. Ben, j'en ai un là d'ailleurs.
je continue à le faire, mais je fais beaucoup de photos aussi, dans mon téléphone, mais je trouve ça moins pratique que les phrases qu'on écrit. Bon, je vais essayer de vous en trouver une. Tiens, voilà. La vérité sensible d'Annie Ernaux. Oui, il y a des citations d'Annie Ernaux, là. Ah ben là, c'était... oui, des phrases... Philippe Roth, La contre-vie. Ce que les gens envient au romancier n'est pas ce que lui croit enviable, mais les masques qu'il lui plaît de porter, l'inconséquence avec laquelle il peut sortir de sa peau et y rentrer, le jeu du jeu, avec ses échappées jubilatoires, quand bien même il implique, surtout s'il implique, un tas de malheurs imaginaires. On tourne toujours autour de la même idée. Oui. Alors, on pourrait parler aussi du monde de l'enfance qui est très présent dans le jeu des scies, puisqu'on l'a dit, Elisabeth qui devient Emma, devient Nounou dans les Pyrénées, de 2 enfants auxquels elle s'attache énormément. Et on sent qu'il y a... Vous êtes très touchée par le monde de l'enfance. Est-ce que c'est sa vulnérabilité qui vous touche ? Absolument. Absolument, c'est ça. Vous avez dit le mot juste, sa vulnérabilité. Et je pense que les adultes les parents doivent tout aux enfants et les enfants ne doivent rien à leurs parents. Je pense qu'on est vraiment responsable de chaque enfant sur Terre, en fait. C'est pour ça que, par exemple, les enfants de migrants me touchent tellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image de ce petit enfant sur la plage. Mon Dieu, j'en ai pleuré. Ou encore ce jeune adolescent qui sa mère lui avait cousu dans le revers de sa veste son bulletin trimestriel et qu'on a retrouvé noyé. Cet enfant avec son bulletin là, rien que de l'évoquer, c'est voilà. Donc je m'occupe de 3 associations. J'en avais déjà 2. J'ai accepté une autre association qui est merveilleuse, qui est aussi parrainée depuis des années par Annie Dupéret, qui s'appelle SOS Village d'enfants. Voilà, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est l'idée magnifique idée et tellement indispensable de faire en sorte que les enfants qui sont placés restent réunis, restent en fratrie dans des maisons, des villages, des maisons, avec des éducatrices familiales qui se relaient auprès d'eux pour leur faire un foyer avec la chaleur du foyer et que ces enfants continuent de grandir ensemble. Alors évidemment, c'est triste, il y a plein d'enfants qui sont dans des situations épouvantables, mais on peut aussi faire tellement, et ça c'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas regarder ce qui se passe de terrible, il faut le regarder, mais surtout il faut faire, il faut agir. C'est cette sensibilité-là qui vous a conduit vers votre premier album jeunesse ? Alors ça, c'est une belle transition, merci. C'est mon éditrice Juliette Jost qui m'a dit, Isabelle, dans ton premier roman, tu parlais de ton enfance. Dans ton deuxième roman, tu parlais du petit Ziad. Une première partie qui était sur un petit garçon voilà, qui a 10 ans et qui découvre avec beaucoup de brutalité le monde des adultes, la vérité cachée parfois du monde des adultes. Et puis celui-là où je parle de ces 2 enfants, effectivement. Et elle me dit, mais l'enfance est tout le temps présente, et même en toi, on sent effectivement, je suis comédienne, je joue. Je continue de jouer à ce jeu de « et si j'étais ceci, et si j'étais cela ?» quand je fais mon métier quand même. Même obligée de changer le vocable quand je m'adresse à mes enfants pour lui dire, je ne dis plus « maman va jouer », parce qu'au début, ils disaient « mais c'est dégueulasse, pourquoi elle va jouer sans nous ?» Je suis obligée de leur dire « maman va travailler hein. ». Donc elle m'a dit il faudrait que tu écrives pour l'enfance, et j'avais pas vraiment j'étais en train d'écrire ce livre et tout à coup il y a un rêve dans ce livre qui s'appelle La mère dans son jardin, et je me suis dit je vais l'adapter pour les enfants. Et donc cette mère dans son jardin pour les enfants parle des peurs d'un enfant, de la peur de l'inconnu. Elle va déménager, la petite Marie, et elle va vivre au bord de la mer, en Bretagne.
Et c'est un merveilleux changement, évidemment, très exaltant, mais en même temps, ça fait peur. Elle va quitter sa classe. Est-ce qu'elle va pouvoir se refaire des amis ? Et puis la mer, qu'est-ce qu'il y a dans la mer, dans l'eau ? Des algues bizarres, des formes, des poissons. Est-ce qu'il peut y avoir des requins ? Enfin, voilà, elle a peur de tout ce qui est caché. Sa mère est enceinte aussi, donc qu'est-ce qu'il y a qu'on ne voit pas aussi, là, dans le ventre ? Et puis la place, quelle va être sa place une fois que ce petit frère va naître ? Et c'était l'idée d'essayer d'aider les enfants, voilà, domestiqués, à surmonter leurs angoisses, leurs peurs, avec ce livre qui est merveilleusement bien illustré, je trouve, par Kasia Denisevich, qui est une formidable illustratrice russe. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. On avait plusieurs rencontres de prévues. Et comme elle n'est pas pro-Poutine, elle est à Moscou et elle ne peut pas sortir et on ne peut pas trop la contacter. Voilà, on ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup de Russes aussi qui souffrent, surtout les artistes. Mm. Est-ce que dans les résonances qu'il y a entre ces deux livres, il y a aussi une incitation à garder cette imagination de l'enfance et tout ce côté très poétique de la vision qu'a un enfant de ce qui est en train de se passer ? Mais je pense qu'on a tous, on est comme des matrioshkas, on a tous les petits-enfants. Et puis, on le voit bien d'ailleurs quand on a des réactions très enfantines. Je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? C'est le petit enfant. Moi, je pense souvent à ça dans les cérémonies, les Molières ou les Césars. Je vois toutes les têtes d'enfants qui veulent la médaille, qui veulent le bon point, qui le veulent désespérément. Voilà. Bon, on a eu notre... Et je ne me moque pas du tout. Moi la première, évidemment, ça touche. Mais ça n'est que ça n'est qu'un bon point. C'est la cerise sur le gâteau, ce n'est pas le gâteau. Ce qui compte, c'est d'exprimer, d'avoir un endroit où s'exprimer. Et ça, je suis très reconnaissante envers la vie d'avoir pu... voilà, bon, la danse, non, comme vous l'avez compris, ça non. Mais j'ai trouvé un autre endroit et je pense que chacun d'entre nous a besoin de... Il y a des gens des journalistes qui me disent, mais quand même, vous avez pris un risque avec ce personnage ou même avec ce livre, vous prenez des risques. Quel risque ? Le risque, c'est je pense, de ne pas pouvoir exprimer jamais ses émotions et qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est... Donc, quand on a la chance d'avoir des endroits où les exprimer, et ça peut être aussi d'ailleurs comme spectateur, en allant dans le noir et en s'identifiant et en laissant ses larmes couler, voilà, vos émotions ont trouvé un endroit où aller. Alors, il y a aussi un autre livre dans lequel on peut lire votre parole, c'est le livre d'Annick Cogent, « Nous ne serions pas là si », où 33 femmes sont interrogées par Annick Cogent et vous y donnez notamment un conseil pour les jeunes filles, « Ne te compare pas ». Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette phrase-là ? D'où est-ce qu'elle vous vient ? Je pense que c'est tellement, tellement important pour tous les jeunes acteurs, jeunes actrices qui commencent, mais aussi même sans avoir de désir artistique, avec tous les réseaux sociaux. Les jeunes passent leur temps à se comparer et évidemment, comme il y a des filtres et tout ça, c'est horrible. On se trouve évidemment beaucoup moins bien que ces femmes et ces hommes qui sont filtrés, améliorés, etc. Et on est comme on est, quoi, avec nos... et je pense que vous voyez, je saute du coq à l'âne, mais non, en fait. Si le film Les Émotifs Anonymes a tellement bien marché, ce film, pourquoi ? C'est parce que dans une société où on doit tout le temps être performant, assuré, avoir des coachs de tout, etc. Ce film, il disait non, et si notre charme venait justement de l'inverse, de nos maladresses, de nos failles, de nos fragilités, du fait de rougir, d'être pas tout à fait rentré dans le moule. Si notre charme venait de là, justement. Donc, c'est ce message-là qu'il faut faire passer aux jeunes. Et surtout, oui, ne te compare pas. Ne te compare pas parce que
parce que chacun a sa place et parce que les différences, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Moi, quand j'étais jeune, je me sentais un peu décalée, c'était un peu dur. J'étais tout le temps à rougir, à avoir des larmes qui montaient pour un oui ou pour un non. Et j'avais des modèles comme Björk, par exemple, parce que tout à coup, Björk, elle est complètement dingue. Je me disais, elle, au moins, voilà, elle assume. C'est pour ça que j'adore des acteurs comme Benoît Poelvoorde aussi. On a l'impression que sa peau est retournée tellement il est sensible. Il est à vif comme ça tremble quand on joue avec lui. Il est un peu ailleurs, un peu énergumène comme ça. On sent qu'il a souffert, du coup qu'il a tendance à un peu anesthésier ça, malheureusement, avec l'alcool. Mais bon, voilà, tous ces gens-là, il faut les laisser. Et ils nous aident à accepter davantage notre façon à nous aussi. On a tous des moments où on ne se sent pas tout à fait dans le cadre, et c'est tant mieux, quoi. Il y a aussi de manière Il nous autorise, Il nous autorise à être davantage nous-mêmes. Non, pas de problème. Dans l'album Jeunesse, la mer dans son jardin, de manière subtile, vous glissez un petit message écologique. En tout cas, moi, j'en ai vu un avec cette mer qui monte petit à petit. Je crois il est même dédicacé ce livre à Surfrider, qui est une association que j'ai rencontrée au Pays Basque, qui n'est pas qu'une association de surfeurs. Mais effectivement, j'aimais à tous les amoureux, je ne sais plus comment j'ai tourné ça, mais à tous les... Voilà, à tous ceux qui prennent soin des océans, tout simplement. Et Surfrider fait un travail formidable là-dessus, de ce point de vue-là. Et on parle toujours de la forêt amazonienne comme le poumon de notre planète, mais en fait, on oublie que les océans sont aussi aussi importants. Ils nous permettent aussi de respirer. Et puis c'est tellement inquiétant. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais ces 3 ans qui nous restent pour changer les choses et faire en sorte que chaque degré Celsius de gagner est déterminant. Donc voilà, chacun doit apporter sa petite pierre. Et voilà, c'était un encouragement aussi pour peut-être aider cette association. On sent en tout cas en vous écoutant que toute votre sensibilité, votre empathie, votre humanité, c'est aussi ça qui fait finalement le terreau de votre inspiration, à la fois d'écrivaine, d'actrice. J'ai du mal à parler de mon humanité, je sais pas. En tout cas, vous ressentez les émotions, vous les retranscrivez. Oui, c'est par moments, c'est vrai que c'est important d'essayer de transformer. Et j'ai cette chance, encore une fois, de transformer tout ce qui nous arrive. L'autre jour, je faisais une émission qui s'appelait comment ? Mince, j'ai un trou de nom. Une émission, vous savez, on voit toutes les nouvelles. C'est Pascal Clark qui fait ça. On a, oui, Vu, ouais. Je sais plus comment ça... Vu, ouais. Et donc, c'est une espèce de zapping, on voit toutes les nouvelles. Oh, et on se reçoit ça, là, et on a Pascal Clark dans l'oreille, et puis il faut réagir à chaque nouvelle qui arrive. Oh, combien de fois j'avais la boule dans la gorge, je me suis dit, tu vas pas te répandre et pleurer là, pendant l'émission. Mais waouh, c'est un sacré choc de se prendre tout ça dans la figure comme ça. Et moi, je regarde pas du tout la télé, en fait. Pas du tout. Et oui, c'est un peu douloureux. Donc, il faut transformer ces choses-là quand même. Qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, quoi ? Comment vous faites, vous ? Moi, je trouve ça lourd par moments. Il faut essayer de le transformer. Et du reste, je ne comprends pas que... Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas ici, mais les librairies se sont un peu vidées pendant la guerre en Ukraine et qui continue, malheureusement. C'est tellement... on se sent tellement impuissant. Alors, évidemment, on regarde les nouvelles, on est accroché à ça, du coup, on ne lit pas. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est le contraire qu'il faut faire, parce que sinon... il faut continuer évidemment à être informé, à se tenir informé, à être dans l'actualité et à penser à ces gens et à essayer de leur envoyer de l'argent, à faire ce qu'on peut. Même, je crois, moi, je ne suis pas pratiquante, mais je crois à la force des pensées, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la prière ou des pensées, quoi, à être solidaire de tous ces gens qui souffrent. Mais à un moment, il faut aussi pouvoir...
prendre un peu de distance et au contraire, se nourrir d'intelligence, de livres, d'histoires et venir se ressourcer là dans les librairies. Et je ne comprends pas qu'elles se vident dans ces moments-là. Moi, j'ai tendance à faire le contraire. Alors là, à remplir mon sac de phrases bijoux. Je vous propose qu'on termine là-dessus notre discussion. En tout cas, merci pour votre énergie communicative. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.